Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le retour des sous-doués. Michel Barnier au bord de la crise de nerfs. Olivier Véran, lobbyiste ou tocard? Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Bibi Fricotin, Philippe Bohen et Michel C. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation, surtout en ces temps de censure. Mais comment faire? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Emmanuel Macron, je vous le disais hier, record d'impopularité pour Emmanuel Macron avec 75% des Français mécontents selon Odoxa. Les trois quarts des Français pensent donc qu'il est un mauvais président de la République. Certains m'interrogent, mais qui sont ces 25% de Français qui apprécient encore Emmanuel Macron? Sur les réseaux sociaux, certains se lancent dans des hypothèses. Ce sont des Français qui vivent dans une grotte, ils sont peut-être en train de baver, voire ce sont des fanatiques. Oh, plus simplement, c'est le socle. BFM TV, LCI, France 2. Mais attention, ces journalistes aux ordres pourraient changer de cheval. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Et c'est François Hollande qui en a fait les frais. Et il était tombé à 4% d'opinion favorable. Barnier, jour 3 de son gouvernement. Et c'est déjà, comment dirais-je, un véritable champ de foire. Remarquez que c'était largement prévisible, puisqu'ils ont marié la carpe au lapin, les LR au LaREM. Et lorsqu'on fait l'addition de ces deux parties, on retrouve la maison des tocards. Allez, en avant pour le cirque Barnum, plus exactement Barnier, et Migaud, le ministre de l'Injustice, entre en piste. Le laxisme de la justice n'existe pas, assure Didier Migaud, le nouveau garde des Sceaux PS. 80% des Français pensent le contraire. C'est pas gagné la lutte contre l'insécurité. Après le sentiment d'insécurité, voici le sentiment de laxisme. Quant au sentiment de foutage de gueule, il se renforce de jour en jour. Je viens d'annoncer, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, que c'est un ex-PS qui passe, le gros Migaud. Et que doit-on dire aux Français qui pensent mal quand on est socialiste? Je vous le donne dans le mille, de la pédagogie. C'est une réponse éculé déjà sous Lionel Jospin. C'est dire si les conseillers en communication de Migaud sont inspirés. Tout juste nommé, le ministre de la Justice, Didier Migaud, gauche, tacle une grande majorité de Français. Il affirme que ces derniers pensent mal. Le laxisme judiciaire n'existe pas. Il faut de la pédagogie. Ah, ça faisait longtemps. Ces ploucs de Français sont trop débiles et nous sommes trop subtils et intelligents, alors on va faire de la pédagogie. Le laxisme judiciaire n'existe pas? Illustration. Le suspect de l'assassinat de Philippine, Taha O, marocain sous OQTF, a été condamné à 7 ans de prison pour agression sexuelle commise en 2019. Jugé et incarcéré en mars 2022, il a été remis en liberté cette année, donc 2 ans plus tard, sans expulsion. Mais la justice n'est pas laxiste. Et c'est Pascal Praud qui formule simplement les choses. Si cet homme était resté en prison jusqu'en 2026, Philippine serait vivante. Et si l'État français exécutait les OQTF, il y aurait beaucoup moins de victimes également. Seulement 7% des OQTF ont été exécutés en 2023. Combien de vies arrachées pour que l'on réagisse enfin? Et c'est là qu'on aimerait comprendre la définition du mot pédagogie dans la bouche du gros nigaud. Démonstration avec France 2. France 2 cache à ses téléspectateurs que le suspect est un clandestin sous OQTF. Ah, ça y est, j'ai compris. Pédagogie, c'est la 9 langue. Cela signifie cacher le réel. Autrement dit, la censure
pure et simple. Et c'est l'Europe qui a imposé cette pédagogie. Malika Sorel dans La décomposition française. Le fait que nombre de médias taisent depuis fort longtemps l'origine des agresseurs peut-il être imputé au seul hasard ? Il se trouve que, dès 1987, cette autocensure faisait l'objet d'une recommandation spécifique aux États membres de la part du Comité européen sur les migrations. Dans un rapport dont je cite des passages dans mon ouvrage « Décomposition française », on peut lire « Chaque fois que les médias rendent compte d'un acte criminel impliquant un immigré, ils doivent se demander si pour le public il est important de connaître l'origine ethnique de l'auteur pour bien comprendre les faits. Dans les faits, justement, cela signifie qu'il convient de taire tout élément qui pourrait permettre à l'opinion publique d'identifier l'origine du délinquant. Dans ce rapport, il est précisé que les médias ont eux aussi un rôle important à jouer à cet égard. Une attitude de retenue des médias sur ces sujets devrait faire partie d'un code de bonne conduite qu'il s'imposerait volontairement. Et voilà l'origine de cette pédagogie. Et c'est exactement la même situation pour la justice. Le système judiciaire est lui aussi concerné. Un nombre disproportionné de jeunes issus de l'immigration sont souvent en contact avec le système. Il est donc très important qu'ils soient traités de manière équitable et non discriminatoire. En ce qui concerne le choix des peines, tous les agents du système de justice pénale et de prise en charge devraient veiller à ce qu'ils soient tenus compte des spécificités ethniques et culturelles. Dans la pratique judiciaire, dans les prétoires, comme nous l'explique Malika Sorel, c'est ce que nous appelons le laxisme. Ces politiques connaissent parfaitement les recommandations européennes, ce sont donc des menteurs. Et à ces mauvaises pratiques, entre guillemets, il faut ajouter le poids des associations, de l'Open Society et des lobbies mondialistes qu'on appelle en France la gauche. Alors, pour détourner les Français de cette injustice, un homme est chargé depuis 40 ans de détourner l'attention des Français de cette pédagogie. C'est le ministre de l'Intérieur, dit Monsieur Coup de Menton. Aujourd'hui, Monsieur Coup de Menton s'appelle Retailleau. Comment Bruno Retailleau peut-il croire un instant qu'il rétablira l'ordre avec ce gouvernement ? Soit il a perdu la tête, soit il en est tout à fait conscient et il a prévu de démissionner avec éclat dans 3 mois. Car enfin, est-ce que l'on peut changer les choses avec Pustula, Schengen et la CEDH ? Illustration. Les Pays-Bas ont demandé une dérogation au traité européen sur la réglementation du droit d'asile. Ils peuvent attendre encore longtemps, leur répond Bruxelles. Philippe Murer. Les Pays-Bas ont demandé une dérogation au traité européen pour durcir la réglementation du droit d'asile. Bruxelles vient de leur répondre « Ce n'est pas possible. Il est impossible d'arrêter le flux d'immigration en restant dans l'Union européenne. Ceux qui disent le contraire vous mentent. Pourquoi ? Manque de courage ? Renoncement à la France ? Remarquez que la liste n'est pas close. On peut ajouter carriérisme, sectarisme ou plus simplement bêtise. Lucie Casté. Lucie Casté est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Parfois, le télescopage de l'actualité et de déclarations débiles de certains politiques suscite le malaise. Pensée et solidarité avec les parents de Philippines. Et est-ce que l'on réalise que ce gouvernement Barnier n'a que 3 jours ? Comme le disait Thierry Lhermitte dans le Dîner de cons, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et ce n'est pas terminé, car entre en piste une belle tête de vainqueur, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Antoine Armand prend la parole lors de la passation de pouvoir à Bercy et salue Bruno Le Maire. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan. Ah là, il avait fait fort. Dès le lundi, un gag de cette qualité. Oui, un gag qui est entré dans les annales dilatées de la politique. Crédibilité d'Antoine Armand, 0. Mardi, il dépasse son gag de la veille. Le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, ouvre sa porte à la France insoumise et la ferme au Rassemblement national au nom du barrage républicain. À sa place, dit Guillaume Bigot, je me méfierai du barrage démocratique contre son futur budget.
La menace est à peine voilée. Il faut également rappeler que c'est un macroniste, Armand. C'est-à-dire que le en même temps, il sait faire. Le grand écart, c'est son truc. Sur France Inter, il adore la France insoumise, mais devant ses électeurs, autre son de cloche. Sur France Inter, Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie, accable le Rassemblement national, mais en campagne électorale, loin des caméras, il défend son programme. La vidéo dans ma description. En communication, en rhétorique, on appelle cette technique s'adapter à son auditoire. En bon français, cela s'appelle prendre les Français pour des imbéciles. Mais la menace contre le gouvernement Barnier, elle, est bien réelle. Marine Le Pen. Quand j'entends Antoine Armand dire que sa porte est fermée au Rassemblement national alors que le budget arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à ses ministres la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Message reçu 5 sur 5 par Michel Barnier. Grosse colère. Encore une comme ça et dehors, aurait lâché Michel Barnier à son ministre de l'économie, Antoine Armand, après que ce dernier a déclaré que le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain. Ah, ce n'est pas facile d'être un Premier ministre de tocard. Il faut avoir les nerfs très solides et au bout de 3 jours, Michel Barnier est au bord de la crise de nerfs. Le recadrage a pris cette forme dans la presse. Michel Barnier recadre son ministre de l'économie qui refusait de recevoir le Rassemblement national. Le Premier ministre a recadré Antoine Armand, son ministre de l'économie. Il lui a clairement et fermement rappelé les règles et les engagements du nouveau gouvernement, à savoir le respect des électeurs et le respect des présidents de groupe représentés au Parlement. Antoine Armand conviera prochainement chaque président de groupe, il a donc mangé son chapeau, Antoine Armand, pour évoquer les enjeux économiques et financiers du pays, situation qui réclame une concertation large des élus de la nation, a précisé le ministre de l'économie. Et pour que l'humiliation soit bien publique, commentaire ironique de la députée du Rassemblement national, Laure Lavalette. Merci, monsieur le Premier ministre Michel Barnier, de ce recadrage qui s'imposait. Espérons qu'à l'avenir, monsieur Armand reste courtois et constructif. Aucune offense à l'égard des électeurs du Rassemblement national et de l'UDR ne sera tolérée. Ah, il a vraiment fait très fort en 3 jours, Antoine Armand. Il a battu tous les records récapitulatifs. Hier, il saluait le bilan de Bruno Le Maire. Aujourd'hui, il dénonce le pire déficit de notre histoire. Ce matin, il excluait le RN de l'arc républicain. Cet après-midi, il s'excuse. On a trouvé la nouvelle girouette du gouvernement Barnier. À ce niveau-là, ce n'est même plus une question de crédibilité. Allez, c'est terminé pour le gouvernement Barnier aujourd'hui. Non, cela continue. 3e artiste, Anne Genté. N'embauchez pas une domestique qui a déjà travaillé pour des Occidentaux, elle risquerait de se montrer plus exigeante. Voilà le type de conseil que la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genté, offrait sur son site Help Agency. Est-ce qu'elle va mettre ce type de compétences en pratique rue de Grenelle ? Cela va être passionnant pour Michel Barnier, à moins qu'elle veuille partager ses talents culinaires avec les enseignants. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genté, a pour seule expérience en matière éducative d'avoir donné des cours de cuisine pour les domestiques des Français de Singapour. Je pense que Michel Barnier va adorer. Mais en même temps, ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de zozo, ministre de l'Éducation nationale. Rappelez-vous, Benoît Hamon, ministre éphémère de l'Éducation nationale, 4 mois, et spécialiste de kebab. On croyait avoir touché le fond avec les tocards de Macron. Eh bien non, Michel Barnier, en raclant les fonds de tiroir de la Macronie, a récolté des champions du monde, oui, de vrais sous-doués. International, situation en Ukraine, Thierry Mariani. Allez, dites-moi si vous faites partie de ceux qui croient encore que nous sacrifions l'agriculture française et européenne pour sauver l'Ukraine et ses agriculteurs. Si c'est le cas, accordez-moi 3 minutes. 3 minutes pour vous démontrer comment l'Europe risque de voir son agriculture écrasée par une discrète manipulation américaine et une concurrence déloyale généralisée.
car il est temps de dénoncer cette mascarade et de défendre l'intérêt de nos nations, ceux de nos agriculteurs français, de nos populations et de notre souveraineté alimentaire. En Ukraine, les moissons macabres de la guerre laissent place à un scandale historique et humain tout aussi vertigineux, celui de la confiscation des terres agricoles ukrainiennes par des oligarques corrompus et des fonds vautours américains. Révélé par un très sérieux rapport de la fondation américaine Auckland Institute, publié en 2023, cette dernière spoliation américaine en date est orchestrée au nez et à la barbe du peuple ukrainien et écrite dans son sang. Elle puise son origine dès 2014, lorsque les faucons américains poussèrent l'Ukraine dans un conflit territorial au Donbass, ouvrant la voie au déclassement économique du pays, puis, 10 ans après, dans une guerre ouverte avec la Russie. Puisque le premier principe de la guerre, c'est qu'elle coûte cher, le prix à payer fut celui de l'explosion de la dette extérieure et par conséquence d'une mise sous tutelle par les créanciers de l'Ukraine de son agenda politique et économique. Ainsi, à partir de 2021, un chantage continu à l'accès au financement imposé par le Fonds monétaire international et les institutions financières a forcé l'Ukraine à mettre en vente ses terres agricoles. Sous la pression des créanciers internationaux, Zelensky a orchestré la mise en vente du grenier de l'Europe, soit 41 millions d'hectares de terres agricoles. En dépit de l'opposition de 64% de sa population, Zelensky a imposé une réforme agraire ouvrant un marché foncier, livrant ainsi les richesses du sol ukrainien aux appétits des puissances étrangères. Aujourd'hui, les créanciers d'hier se sont repeints en investisseurs internationaux et remplissent déjà leurs poches de ce nouveau trésor à disposition des marchés. Ainsi, en 2023, 9 millions d'hectares, soit 28% des terres arables d'Ukraine, ont changé d'affectation et de propriétaire. D'ailleurs, ces nouveaux propriétaires, des oligarques connus pour être corrompus et des fonds anglo-saxons opaques qui pratiquent l'évasion fiscale, montrent tous ensemble, et une fois de plus, que ce pays est miné par la grande corruption à tous les niveaux, comme le précisait d'ailleurs la Cour des comptes de l'Union européenne dans son rapport dès septembre 2021. Mais les conséquences de cette affaire vont bien au-delà de l'Ukraine, car le rapport oublie de préciser que cette situation crée une concurrence déloyale pour les agriculteurs français et européens. Avec l'ouverture des quotas sur le poulet et sur le blé ukrainien, nos marchés sont inondés de produits à bas coût, subventionnés par des entreprises et des capitaux étrangers, mettant en péril notre propre agriculture. Tout ce sinistre montage est piloté par les États-Unis et leur volonté de transformer l'Ukraine en une plateforme agricole au service des intérêts occidentaux, mais au détriment de sa souveraineté. Zelensky, au lieu de protéger les ressources de son pays, se plie aux exigences de Washington, sacrifiant la vie et l'avenir de millions d'Ukrainiens pour satisfaire les appétits de ces investisseurs étrangers. Car comme le démontre le rapport de l'Auckland Institute, la guerre en Ukraine n'est pas seulement militaire. C'est une guerre économique contre les peuples, orchestrée depuis Washington et dont la victime collatérale, si ce n'est pas déjà le cas, sera l'Union européenne. Allemagne, guerre en Ukraine, Olaf Scholz réaffirme son refus de livrer des missiles de longue portée allemands à Kiev. Le refus du chancelier allemand est très important parce qu'il vient contredire ce que veut Zelensky. Ce que contient le plan de la victoire de Zelensky, une adhésion accélérée à l'OTAN et la possibilité de frapper la Russie avec nos missiles. Pour l'instant, Joe Biden refuse. L'entrée en guerre de l'OTAN contre la Russie en fait. Et c'est le même son de cloche chez les Républicains. Guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump a compris la fraude. Zelensky a déclaré que Trump n'était pas le bon candidat pour la paix car il sait que si Trump est élu, il arrêtera de le financer gracieusement et mettra fin à cette guerre. La fin du conflit pourrait survenir bien plus vite que prévu. Les Russes sont entrés en effet dans Ougledar. Si Ougledar tombe, c'est tout le front ukrainien qui pourrait s'écrouler. Mais revenons aux élections US. Nouveau scandale. L'ancien ambassadeur canadien de Barack Obama révèle un appel de Zoom avec des célébrités d'Hollywood et des influenceurs des médias sociaux pour discuter d'une façon indétectable de changer le cours de l'élection de 2024.
J'ai vu par ailleurs des vidéos canadiennes d'influenceurs que je ne connaissais pas bien qui dénigraient Donald Trump. Attention donc aux manipulations des démocrates. Les donateurs pour les deux candidats. Voici la liste des principales entreprises donatrices dans le cadre des prochaines élections présidentielles américaines. Pléthore d'enseignements à tirer. Les principaux donateurs de Kamala Harris, ce sont les GAFAM, Google en tête, Pfizer, Disney et les grandes banques américaines. Mais est-ce une surprise ? C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Olivier Leverreux. Ni médecin esthétique ni neurologue, Olivier Véran se reconvertit dans le conseil et le lobbying. Olivier Véran préfère faire du fric dans un cabinet de conseil que de soigner les malades à l'hôpital public. Pas étonnant pour un ancien ministre socialiste de Macron qui a détruit l'hôpital public sur les conseils de McKinsey. Et puis il ne faudrait pas oublier le rôle d'Olivier Véran lorsqu'il était ministre de la Santé. Ce fut le ministre du confinement, du pass sanitaire, des mensonges réguliers sur les pchoutes. Oui, on ne l'oubliera pas. Et puis, on le croyait médecin dans la chirurgie esthétique. Les réseaux sociaux en avaient fait, des tweets inoubliables. Drame de la chirurgie esthétique. Valérie Pécresse a confié son sort à Olivier Leverreux avant qu'il ne sache injecter du Botox. Puisqu'on est dans la Macronie, il ne faudrait surtout pas oublier Carl Olive. Les macronards sont formidables. 8 mois de sursis requis contre le macronard Carl Olive pour prise illégale d'intérêt. L'ex-maire de Poissy est suspecté d'avoir favorisé le recrutement de son ancien directeur au sport à la ville. Une forme de népotisme selon le parquet. Avec les macronistes, il y a toujours de la présomption de culpabilité. Il est temps de refermer cette page fantaisie et de se quitter par une très belle image. Le nuage formant la croix du Christ au-dessus de Beyrouth a été filmé par de nombreux Libanais ce matin et fait le tour des chaînes internationales tant cette pareidolie paraît symbolique et révélatrice à tout le monde. Oui, prions pour le Liban. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.